Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Vers un possible dialogue national en Algérie, l'opposition pose 4 conditions majeures pour entamer un éventuel dialogue proposé par le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, en vue de l'organisation des élections. La Guinée équatoriale veut diversifier son économie encore fortement dépendante des hydrocarbures. Le pays recevra un financement de plus de 55 millions d'euros pour soutenir le développement de la pêche et de l'aquaculture. Et les petites et moyennes entreprises camerounaises contribuent à près de 35% au produit intérieur brut du pays, mais survivent difficilement dans le temps. Ces sociétés bénéficient désormais d'un coup de pouce du gouvernement, à savoir d'une exonération fiscale. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la course à la présidence du Sénat est lancée. Elle oppose 2 poids lourds de l'ancienne majorité présidentielle, à savoir l'ancien ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, candidat du FCC désigné par le président de la République sortant, Joseph Kabila, et l'ancien ministre de l'Économie, Modeste Bahati Lukwebo, exclu du FCC. Les candidats auront 2 jours, mercredi et jeudi, pour mener campagne avant le verdict le 27 juillet. Notons que les manifestations à caractère politique sont interdites toute cette semaine dans la ville de Kinshasa. Déjà 6 mois de protestations populaires en Algérie pour réclamer le départ du système politique en place pour tenter d'apaiser la situation. Le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, a proposé l'ouverture d'un dialogue politique national, une éventualité acceptée le 21 juillet par l'opposition, mais sous 4 conditions. Les explications de Kamesh Katapoul. Elles se sont réunies ce dimanche 21 juillet à Alger, au siège du RCD. Les forces de l'alternative démocratique ont posé leurs conditions pour mener à bien le dialogue national proposé par Abdelkader Ben Salah pour préparer la présidentielle. Les partis ont en effet évoqué 4 points incontournables: la libération des détenus politiques, l'ouverture du champ politique et médiatique, l'arrêt immédiat du dispositif répressif et l'instrumentalisation de la justice, et le départ de tous les symboles du régime. Sans cela, nous ne serons pas à la hauteur des aspirations populaires. Les noms, les mécanismes, les techniques, tout cela peut être réglé lorsqu'on aura répondu à la question politique centrale qui est: est-ce qu'on va réellement vers la démocratie ou vers un lifting? Autrement, recycler le régime actuel d'une manière ou d'une autre. Le 26 juin 2019, ces partis d'opposition avaient élaboré un pacte politique pour une véritable transition démocratique. Une transition démocratique nécessaire, selon eux, qui permettra aux Algériens de réfléchir au type de régime qu'ils veulent bâtir. Dans un esprit républicain, effectivement, on peut assez rapidement avoir un champ politique plutôt libre, ouvert, démocratique, installer une assemblée constituante qui définit une nouvelle constitution. Moi, j'ai envie de vous dire, en étant extrêmement enthousiaste, que ça peut se faire si les volontés sont réellement là. Dans la réalité, ça prendra peut-être plus de temps, parce qu'aujourd'hui, les forces en présence et le rôle que l'armée a l'intention de jouer ne sont pas encore très clairement définis. Le 31 août 2019, les forces de l'alternative démocratique appellent à la signature d'une convention nationale, une convention qui tente d'apporter un début de réponse aux aspirations et aux réclamations du peuple. Également dans l'actualité, le ministre kényan des Finances, Henry Rotich, et 27 autres hauts responsables administratifs ont été arrêtés ce lundi pour corruption et fraude en lien avec un projet de construction de 2 barrages d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars au Kenya. Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la corruption endémique dans ce pays où des centaines de millions de dollars d'argent public ont disparu ces dernières années à cause de ce fléau. La Banque africaine de développement a récemment approuvé un financement de plus de 55 millions d'euros à la Guinée équatoriale, une enveloppe en faveur d'un projet d'appui au développement des chaînes de valeur du secteur de la pêche et de l'aquaculture pour ne plus dépendre du pétrole. Siamlo Victoria Seji. En Guinée équatoriale, la Banque africaine de développement débloquera 55,5 millions d'euros en faveur du projet d'appui au développement des chaînes de valeur du secteur de la pêche et de l'aquaculture. L'initiative sera lancée à partir de janvier 2020 et durera 5 ans. 300 coopératives seront formées. Environ 50 micro, petites et moyennes entreprises sont prévues pour être créées.
C'est un pays qui a énormément de potentiel sur le plan des ressources halieutiques. On a quand même été surpris de constater que la Guinée équatoriale, étant devenue un pays essentiellement pétrolier, avait oublié de diversifier son économie. Donc que la Guinée équatoriale le fasse aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Selon la BAD, la Guinée équatoriale peut produire par an jusqu'à 74 000 tonnes de poissons, mais ne fournit que 5 000 tonnes. Dans le cadre de ce projet, il est prévu 19 000 tonnes de poissons supplémentaires pour le marché intérieur. L'exécutif veut par ailleurs faire du pays un leader dans la fourniture de produits de pêche dans la sous-région. La Guinée équatoriale, dans l'immédiat, ce n'est pas possible parce que n'ayant pas de ressources techniques, les ressources halieutiques, les capter, les puiser, les transformer, les conserver, les distribuer, c'est l'idéal. Ce marché, justement, ça pourrait devenir un appoint pour le Cameroun au lieu d'aller importer partout ailleurs pour exposer notre compte de réserve extérieure. Fortement dépendante des hydrocarbures, l'économie équato-guinéenne est très tributaire de la chute de leur prix qui a entraîné un repli du produit intérieur brut réel de près de 29% entre 2015 et 2018. En 2019, l'exécutif a mis le cap sur l'accélération de la croissance économique hors pétrole. Les petites et moyennes entreprises camerounaises représentent plus de 90% du tissu économique du pays, mais survivent difficilement. 72% d'entre elles ne dépassent pas les 5 ans. Le gouvernement a donc décidé d'instaurer une exonération fiscale pour les PME afin de les aider à mieux se développer. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Aujourd'hui, il n'est plus simplement question d'orienter et de promouvoir la PME camerounaise, mais d'aller bien au-delà en leur octroyant des incitations fiscalo-douanières, lesquelles leur permettraient de booster leur productivité et de créer de nombreux emplois. Un défi pour l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises qui vise à booster le rendement de la PME locale. Lorsque le gouvernement s'engage à faire des subventions à travers ces exonérations, elle doit s'assurer que l'entreprise qui va bénéficier de ces incitations va créer la valeur ajoutée, va créer les emplois. Donc nous invitons tous les PME, toutes les PME camerounaises qui investissent, même celles qui existent, peuvent encore bénéficier dans un nouvel investissement de tout ce qui est incitation. La loi est ouverte pour toutes les PME et le guichet unique à l'agence de promotion des PME est réservé aux PME camerounaises. En 2019, ce sont une quarantaine de PME qui ont bénéficié du plan directeur visant à l'incitation fiscale, des exonérations octroyées par le biais de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises et qui pourraient être évaluées à plusieurs milliards de francs CFA. Nous avons des exonérations sur le plan fiscal, douanière, des conseils, des experts de la PME et beaucoup d'autres débouchés. Moi, j'évalue tout cela à plus d'1,5 milliard de francs CFA. Donc c'est pour moi, c'est un appui important pour mettre sur pied ce gigantesque groupe industriel agroalimentaire qui s'appelle Exosa AfriGroup. À côté des incitations fiscales ou douanières que l'Agence de promotion des PME octroie à la PME camerounaise, elle s'est aussi engagée depuis 2018 dans la voie du financement propre de la PME locale. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a pris fin le 19 juillet sur un sacre de l'Algérie. L'heure est désormais au bilan pour les 23 équipes défaites. Entre démission et dissolution, plusieurs changements ont été opérés, parfois sur fond de soupçons de corruption. Un sujet de Amenage. Cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 aura été celle de toutes les surprises. Elle s'est avérée inédite par les révélations de certaines équipes jugées inexpérimentées qui ont fait un pas considérable dans la compétition. Mais aussi quelques-unes n'ayant pas pu mener leur nation à la phase finale font l'objet de remaniements se justifiant par les bilans insatisfaisants notés. Si après une compétition, l'objectif n'a pas été atteint par l'entraîneur donc signataire, il est souvent fréquent que les deux parties, c'est-à-dire l'entraîneur et la fédération, résilient le contrat. Ce n'est pas la meilleure solution à prendre parce qu'il faut du temps pour que les automatismes prennent. Après avoir limogé toute l'équipe technique de la sélection nationale, Abou Rida, le président de la fédération égyptienne de football, démissionne. Une décision que l'homme traduit par une obligation morale après la défaite inattendue face à l'Afrique du Sud en 8e de finale. Contrairement à ce départ volontaire, Paul Pouts, le sélectionneur belge de la Guinée, a été limogé après 16 mois à la tête du Sili national. Sur 12 matchs
officielle, il a enregistré 5 défaites, 3 victoires et 4 nuls. Sébastien Desabre, l'entraîneur français de l'Ouganda, a tout de même été remercié suite à l'élimination de l'équipe par le Sénégal. Dans le choix même des sélectionneurs, il n'y a pas souvent de clarté. Par moment, ça se fait par affinité, par des réseaux. Les dirigeants veulent avoir leur mot à dire. Ils influencent même parfois dans le mauvais sens. Et quand les mauvais résultats arrivent, naturellement, celui qui est plus facile à sanctionner, c'est les sélectionneurs. Le limogeage de sélectionneurs d'équipe date de très longtemps. En outre, on observe une forte présence d'entraîneurs européens dans plusieurs pays africains, supposé signe d'émergence de la discipline sportive extérieure. Néanmoins, les dirigeants locaux devraient promouvoir les compétences internes et instaurer un climat favorable au développement des ligues africaines de football. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.